Bonjour Miguel. Bonjour. On se retrouve pour ce nouveau rendez-vous de Switch TV en compagnie d'une invitée, Eva Aprel. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous faire découvrir votre activité, votre passion, le parachutisme. Tout à fait. Depuis quand cette passion? Alors la première fois que j'ai sauté, c'était il y a 12 ans. J'ai fait plusieurs tandems. Et où je saute seule et que c'est devenu ma passion, ça fait 11 ans. Alors quand est-ce que s'est produit le déclic? Vous avez dit, il faut que je fasse, il faut que Alors je saute. le déclic, tout vient d'un film que tout le monde a vu qui s'appelle Point Break. Donc il y a des années, j'étais beaucoup plus jeune. Quand on voit dans le film, on les voit sauter évidemment. J'ai toujours eu envie, donc je m'étais inscrite plusieurs fois pour aller faire un tandem, donc pour sauter accompagné. Et donc je suis allée faire ce tandem à Propriane. Je pensais pas du tout un jour devenir parachutiste. On peut pas dire que je rêvais depuis toute petite d'être parachutiste. Et la première fois où j'ai sauté, voilà. C'est là où est devenu le déclic et où est devenue une passion qui me mange les tripes. Alors comment on arrive à faire ça? C'est-à-dire que la première fois, on fait tout le processus. On arrive, on est à l'aéroclub, on regarde un peu, il y a les avions, il y a les gens autour. Ça se passe comment pour quelqu'un qui a envie de faire ça? Pour faire un tandem? Non, pour faire un vrai saut. Non, pour faire un saut seul, faire une PAC, un programme accompagné de chute. Donc ça se passe sur en général 4 jours. Donc la première journée, vous arrivez au club de parachute, vous êtes accueillis par des moniteurs qui vous expliquent pendant toute une journée en fait comment se déroule un saut, comment est fabriqué un parachute, comment ça se passe quand le parachute est ouvert, tout ce qu'il faut faire une fois que vous êtes en vol. Et à la fin de la journée, une fois que cette journée est passée, vous allez sauter de l'avion avec 2 moniteurs. Donc vous allez être seul avec votre parachute, une radio. La radio, elle va vous servir pour l'atterrissage, parce qu'il y a un moniteur qui va vous expliquer tout ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne vous lâche pas comme ça, bonjour, allez sauter de l'avion et débrouillez-vous. Lors du saut, vous avez un moniteur qui va être face à vous et un autre moniteur sur le côté, pour voir si vous êtes bien capable, donc à 1500 mètres, d'ouvrir votre parachute seul. Si évidemment vous n'avez pas encore conscience de comment l'ouvrir, le moniteur va le faire. Et après, voilà. Donc il y a un autre moniteur qui sera au sol et qui va vous expliquer à la radio comment atterrir, quel circuit il faut faire. Et voilà. Et on n'a pas de sensation de vertige Ah non. Alors le vertige, c'est par rapport à un point fixe. Dans l'avion, comme l'avion vole, il n'y a pas de point fixe. Donc on peut avoir le vertige et être parachutiste ou faire du parachute. Au moment où on saute, on voit souvent ces images, on est au bord de l'avion, on y va, on n'y va pas. Qu'est-ce qui fait qu'on y va? L'adrénaline. Et puis l'inconnu, et puis... il se passe quelque chose, mais c'est quelque chose, il faut vraiment le vivre en fait pour vraiment le comprendre ou l'expliquer. C'est une sensation de liberté, de lâcher prise, de se surpasser et puis de voler surtout. Parce qu'on n'est pas fait pour voler, on n'a pas d'ailes. Et là, on nous donne les moyens en fait de devenir un oiseau, tout simplement. Et l'aéroclub de Propriane, c'est quelque chose de merveilleux, en fait, quand on le voit d'en haut. Ah oui, le golfe du Valink, c'est un site qui est exceptionnel. Ouais. Parce que quand on est à 4000, on peut voir, selon la luminosité, selon tout, on peut quand même voir la Sardaigne, on voit les îles Lavezzi. C'est assez incroyable. Le site est vraiment fabuleux. Et les parachutistes qui vont un petit peu partout dans le monde sont toujours émerveillés. Avant de se retrouver demain, à partir de quel âge on peut faire le parachute? À partir de 15 ans. On peut faire un tandem à partir de 15 ans, donc c'est-à-dire sauter avec quelqu'un. Et on peut également faire sa PAC et sauter seul à partir de 15 ans. Moi qui ai le vertige précisément au bord d'un trottoir, je ne peux même pas imaginer qu'on ait envie de faire ça. C'est quoi? C'est magique, c'est mystérieux, c'est un peu de folie. Peut-être un peu de folie, oui. Mais oui, c'est surtout ça, c'est une façon de
de lâcher prise et de se surpasser. Et c'est surtout un sport, en fait, qui fait que quand on est dans un avion, on se rend compte qu'on est tous des humains, on est tous égaux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le statut social le plus important de la Terre. Dans l'avion, on n'est plus personne, quoi. On est juste nous, avec des petits bonhommes, avec notre parachute, et on saute de l'avion, et voilà. Bonjour Miguel. Bonjour. On se retrouve en compagnie d'Eva Prel. Bonjour. Bonjour. Parachutiste, alors vous parliez de cet aéroclub de Propriane. Est-ce que la Corse est un beau terrain de jeu pour un parachutiste? Ah oui, la Corse est un terrain de jeu magnifique. Et je n'ai pas eu la chance de connaître tous les endroits où on pouvait sauter en Corse, parce qu'il y a quelques années en arrière, on pouvait sauter à Calvi. Là, on peut encore sauter à Ghisonaccia, d'ailleurs, ça ouvre ce week-end, et on espère bien y aller lundi. Et voilà. Il y a des endroits, donc, comme Calvi, vous dites, qui sont faits pour ça, ou c'est quoi le choix du site En fait, Calvi, c'était une zone militaire. Donc, il y avait aéroport. Un aéroclub, ouais. Voilà. Sinon, à Ghisonaccia aussi, il y a un aéroclub, et à Propriane également. En fait, c'est la structure au sol qui fait le choix du... Exactement. Ouais. Mais autour de cette structure au sol, on peut découvrir différents paysages dans la zone. Ah, tout à fait, au niveau de la montagne, au niveau de la mer, au niveau de tout, c'est fabuleux. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur pour sauter en Corse. Il y a eu, oui, beaucoup. Maintenant, beaucoup moins, parce que c'est devenu un peu plus compliqué, le parachutisme en Corse. Il y a moins d'aéroclubs ouverts, il y a moins de pratiquants, parce que il y a moins de... la plupart des gens, en fait, qui s'occupent des aéroclubs et des écoles, ce sont des gens du continent. On n'a pas vraiment de personnes ici qui sont faits pour s'occuper de ça. On n'a pas d'avion non plus. Donc, tout vient du continent. Donc, à l'époque, c'est vrai ça drainait beaucoup de monde, et maintenant, beaucoup moins. Et les aéroclubs sont... Il n'y a aucune possibilité de former des gens Ah oui, il y a une possibilité. En Corse. Il y a une possibilité. Il faudrait... Alors, on a quand même... Le problème qu'on a, en fait, c'est que pour faire les formations, il faut partir sur le continent. Donc, il faut prendre l'avion, il faut avoir du temps. Ça coûte de l'argent. Voilà, ça coûte de l'argent. Quand on a des familles, c'est plus compliqué. Et après, il nous faudrait surtout un avion. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'avion. Quand vous voulez faire une sortie en parachute, vous êtes obligé d'affréter un avion. On attend en fait qu'un club vienne en Corse avec un avion pour qu'on puisse sauter. Voilà, c'est pour ça que c'est devenu un peu plus compliqué. C'est que maintenant, il y a moins d'écoles qui viennent en Corse pour le parachutisme. Et vous ne faites pas de publicité? Ah si, on en fait beaucoup. Mais les gens, ils viennent pour sauter en tandem. Ouais. Mais sur l'année, on aimerait, c'est le souhait on est une belle bande de parachutistes ajacciens où on aimerait pouvoir en faire toute l'année et plus régulièrement, mais il faut trouver un budget, il faut trouver beaucoup d'argent quand même. Combien ça coûte justement une sortie en parachute? Alors pour faire un tandem, il faut compter, donc c'est 280 €, plus après, si vous rajoutez la vidéo et la photo, 120 €. Et après, nous, quand on est parachutiste, moi, par exemple, j'ai mon matériel. Donc, je paye juste la place avion, qui est de 30 €. Et si vous n'avez pas de parachute que vous devez louer au club, il faut compter à peu près entre la place avion et la location du parachute, il faut compter 50 €. Oula, ça fait beaucoup, ça. Et la location de l'avion, c'est aussi... ah non, ça c'est compris, en fait, c'est ça, quand je dis la place avion... C'est ce que moi, je paye quand je vais là-bas. Je paye juste ma place avion. D'accord. Donc ça, la location de l'avion, c'est pas nous qui le gérons. C'est l'école qui vient du continent, parce que c'est que des gens du continent, qui viennent avec leur avion, avec leur pilote, où ils louent un avion et un pilote. Et tout est organisé par l'école. Nous, ça, on n'a pas du tout à le gérer. À l'aéroclub d'Ajaccio... vous ne connaissez personne qui a envie de créer cette structure? Alors là, il y a eu, il y a très très longtemps, je n'ai pas connu, il y a eu du parachute à Ajaccio.
Sauf que maintenant, c'est compliqué par rapport aux avions, parce qu'il y a beaucoup de passages. Et en fait, pour avoir un avion ici, il faut être pilote largueur. Et l'avion qui nous fait sauter, ça s'appelle un Pilatus. Ouais. Et ici, il n'y a pas de Pilatus. On a déjà du mal à avoir des Canadair. Donc, merci beaucoup. On se retrouve dès demain. Bonjour et bienvenue. On se retrouve avec Mickey. Bonjour. Bonjour. Et notre invité Eva Prel. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez dit hier que vous aviez votre propre matériel. Vous êtes parachutiste, on le rappelle. Ça a quelque chose de spécifique. Est-ce que c'est comme pour un joueur de tennis avec sa propre raquette adaptée ça fait quoi d'avoir son propre parachute? Oui, c'est adapté parce qu'en fait, il y a plusieurs tailles de voile. Quand on commence à sauter, on a une voile qui est grande, très grande. Et plus on avance dans le temps et plus on avance dans l'évolution, et plus on peut avoir une taille de voile plus petite. Donc, ça c'est pour commencer. Et ensuite, à un moment, quand on saute régulièrement, on a envie évidemment d'avoir son propre parachute parce qu'on connaît sa voile, on connaît bien son matériel. Ça aide aussi pour on fait enfin, je sais qu'il y a des règles pour plier un parachute, tout ça, mais c'est compliqué. On n'a pas peur de ne pas faire vraiment ce qu'il faut faire à un moment donné. On n'a pas peur. En fait, on nous apprend dès le début, quand on fait notre pack, on doit apprendre à plier notre parachute. Et il y a quelqu'un qui vient à chaque fois surveiller les plusieurs étapes au moment du pliage du parachute. Donc en fait, c'est régulièrement surveillé jusqu'au jour où les moniteurs agréés voient qu'on est autonome pour plier nos parachutes. Là, on n'a plus besoin de demander quelqu'un qui vienne vérifier. Donc c'est quand même très, très surveillé. C'est très cadré, très encadré. On ne nous laisse pas prendre notre parachute et hop, on le met comme dans un sac. Tout est surveillé et on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous parliez de cette toile particulière, ça veut dire qu'il y a une prise au vent différente en fonction de la toile, en fonction exactement. de la taille. Oui, plus la voile est petite et plus on va aller vite. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un certain nombre de sauts. Il y a aussi une question de poids. Et donc là, en fait, vous avez par exemple plusieurs sortes de parachutes personnellement, des grands, des petits. Alors dans les clubs, oui, parce qu'ils sont obligés d'avoir des parachutes avec plusieurs tailles. Hein. Ouais. Mais moi personnellement, non. Non. Parce qu'après, c'est quand même un budget, et puis c'est comme un bébé en fait. Oui. Moi, mon parachute, je l'appelle mon bébé. Et puis, il faut s'en l'entretenir. C'est fragile, Ah oui, c'est fragile, bien sûr que c'est fragile. Après, tous les ans, on doit l'emmener parce que dans un parachute, en fait, vous avez deux voiles. Vous avez votre voile et la voile principale et la voile de secours. Si vous avez un problème avec votre voile principale, vous pouvez ouvrir votre voile de secours. C'est d'ailleurs le seul sport où on a 2 chances, ce qui est quand même pas mal. Et tous les ans, on doit envoyer notre parachute chez des professionnels pour regarder si le parachute de secours n'a pas été impacté ou s'il n'y a pas eu de soucis. Vous parliez des sauts en montagne, en mer. Est-ce qu'on se prépare de la même façon quand on va atterrir dans un endroit plus montagneux, dans un endroit plus littoral? Alors non, quand on saute sur une DZ, on saute, l'avion nous largue de façon à ce qu'on arrive sur le terrain. On arrive toujours sur notre terrain de jeu en fait. Je parlais de la montagne ou de la mer parce que selon en fait le vent, le matin vous allez être largué plus du côté de l'avion va monter plus du côté montagne et l'après-midi souvent c'est plus du côté mer. Mais il nous larguera toujours de toute manière au-dessus de notre terrain de jeu pour qu'on arrive sur notre terrain de jeu. Et quand on a un parachute simple, je ne parle pas des voiles qu'on utilise pour se diriger ou pour se promener. Mais c'est tous les mêmes parachutes. Oui, quand c'est un parachute simple, est-ce qu'on fait aussi attention, enfin, c'est sans doute le pilote qui le fait, mais au courant, au vent, pour que justement, quand on saute, on arrive précisément... Ah non, mais ça, c'est déjà, tout est prévu, et puis c'est pour tout le monde la même chose. Une fois qu'on est dans l'avion... le pilote et nous-mêmes, nous savons d'où vient le vent, quel est le vent, la vitesse du vent.
Et on est largués tous de la même façon, petite ou grande voile, parachutiste, quelqu'un qui a beaucoup de sauts, peu de sauts, on est tous largués au même endroit, au même moment. Et on arrive au même endroit. Et on arrive au même endroit. Merci beaucoup à tous les deux et à demain. À demain. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invitée Eva Prel, bonjour. Bonjour. Bonjour Miguel. Bonjour. Parachutiste, combien dure un saut en parachute entre le moment où on saute de l'avion et combien ça dure? Alors au moment où on saute de l'avion, il faut compter 1 minute de chute libre à peu près et 3 minutes, entre 3 et 5 minutes selon les voiles sous voile, avant d'atterrir sur la terre ferme. Ça va vite, en fait ça fait, grosso modo ça fait 5 minutes. En 5 minutes, il se passe plein de choses et il ne se passe rien en fait. Il se passe des choses extraordinaires dans notre corps et dans notre tête. C'est fou, ça. Oui, ça va vite parce qu'on... Ça tombe. On va quand même en moyenne, on fait une moyenne, à 200 km/h. Ah au oui. moment où on saute de l'avion et où on ouvre notre voile. On a l'impression que le temps s'arrête en fait quand on voit ces images à la télé, que tout est au ralenti. Est-ce que vous ressentez la même chose? Ah oui, le temps s'arrête, oui. On aimerait qu'il s'arrête un peu plus longtemps d'ailleurs. Mais oui, le temps s'arrête. Et donc, en fait, pour revenir à ce que je disais hier, il y a des voiles différentes. Bon, aujourd'hui, la façon moderne de faire du parachutisme, entre guillemets, c'est avoir une voile qui nous permet de vous balader, de rester très longtemps en l'air, en fait. Vous avez jamais fait ça? Non, ça c'est plus, alors là, pour rester très longtemps en l'air, c'est la wingsuit. Oui. Donc c'est les personnes que vous voyez qui ressemblent à des pingouins, qui ont des combinaisons avec des petites ailes. Donc oui. ça permet de rester en l'air, parce qu'en fait, tout ce qu'on aime quand on fait de la chute libre, c'est pas la voile qui nous plaît. C'est vraiment la chute libre. Oui, mais quand donc on c'est veut... de s'amuser pendant la chute et pas sous la voile. Ouais. La voile nous permet d'atterrir. Mais si on veut rester en l'air, voilà, il faut avoir une wingsuit. On voit souvent l'été du parachute ascensionnel. Est-ce que c'est un bon moyen de démarrer le parachute ou ça n'a rien à voir? Honnêtement, je pense pas. Ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est incomparable. Non, c'est un peu comme avoir une voiture et avoir une trottinette, quoi. Hein. C'est un peu ça. Ouais. Bon, après, ça dépend des personnes. Hein. Peut-être qu'il y a des gens, ça va leur donner un déclic ou ça va... Moi, personnellement, j'ai jamais fait de parachute ascensionnel. Est-ce qu'il faut une condition physique particulière? C'est mieux. Il faut plutôt, je pense, oui, une condition physique. Bon, déjà, il y a un poids qu'on ne peut pas dépasser, normalement. Il faut surtout avoir une condition mentale. Il faut être quand même bien dans sa tête. Est-ce que, justement, par rapport à l'oreille, ou à l'oreille interne, des fois, on dit aux gens, vous ne pouvez pas faire de parachutisme parce que vous avez des problèmes d'oreille. Est-ce que... Ah oui, ça peut être possible, oui. Ouais. Oui, parce qu'on monte à 4000, après, s'il y a un petit souci quand vous êtes en haut, ça peut faire... vous pouvez avoir le tympan qui... J'ai des amis qui ont sauté, mais du montgolfière. Ah, ça serait mon rêve. Ouais. Ah oui, ça serait bien, ça. Ça serait vraiment mon rêve. J'ai sauté d'un hélicoptère, maintenant le prochain, ça serait vraiment de... Oui, mais il n'y a pas beaucoup de montgolfières en Corse. Non, Ça sera une montgolfière ailleurs. À moins qu'on arrive à faire ça, à monter ce projet et à faire venir des montgolfières et sauter d'une montgolfière. Qu'est-ce que ça peut procurer de différent? Pourquoi vous en rêvez? Parce que déjà, la montgolfière, c'est quand même quelque chose d'un peu atypique. Et puis de pouvoir monter, moi je pense rien que la montée, ça doit être grandiose. Déjà quand j'ai sauté d'un hélicoptère, c'est différent parce que quand vous sautez d'un avion, l'avion est en vol, tandis que l'hélicoptère est sur place. Donc là, quand vous sautez d'un hélicoptère, vous avez vraiment l'impression de tomber. Alors que d'un avion, non. Et l'air brassé par l'hélicoptère, c'est pas gênant pour un saut? Non, pas du tout. Mais là, on a vraiment l'impression de tomber. Là, la chute libre, elle est... Non, c'est vraiment dans les deux, la chute libre, elle est là, mais c'est la sensation au moment du départ. Parce que dans un avion, vous avez le vent relatif, tandis que de l'hélicoptère, il n'y a rien. Il est fixe. Donc, c'est vraiment, on tombe comme un caillou. Et je pense que la montgolfière, c'est pareil, mais la montgolfière, c'est plus, en fait, la montgolfière qui fait rêver.
Et alors, vous avez une famille, vous avez des enfants. Est-ce que vos enfants ont envie de faire du parachutisme? Alors, le grand a déjà sauté avec moi au Sénégal. Et là, ils devaient sauter tous les deux il y a 3 semaines ou 4 semaines. Mais bien évidemment, il y a eu une tempête. Donc, le grand, qui a 18 ans et demi, a déjà sauté, a déjà fait de la soufflerie aussi. Et le petit, qui, lui, est moins téméraire, et puis surtout, il avait moins envie, cette année, il avait très, très envie. Mais je les obligerai absolument pas, par contre. Hein. Ça, non, c'est ça le problème. Non, ça, c'est... Le libre choix. Tout à fait. Surtout avec ce genre de... Puis bon, même dans la vie, les enfants doivent avoir le libre choix, et d'autant plus avec ce genre de sport. Merci beaucoup et à demain. À demain. Bonjour, bienvenue, bonjour Mickey. Bonjour. Dernière émission de la semaine en compagnie de notre invité Eva Prel, bonjour. Bonjour. Parachutiste, quel est votre plus beau souvenir de saut? Mon plus beau souvenir de saut. Alors là, j'en ai quelques-uns. Alors, mon plus beau souvenir de saut, c'est d'avoir sauté avec un monsieur qui s'appelle Omar, qui est un des précurseurs et un des créateurs surtout du free fly, donc ce que l'on fait en parachutiste, qui est un dieu du parachute. Hein, on a eu l'honneur de l'avoir plusieurs fois à l'époque à Propriane. Et donc, on a fait un saut tous les deux parce que pour évoluer, en fait, il faut à un moment sauter avec des personnes qui, évidemment, sont professionnelles et qui ont plein de choses à nous apprendre. Et ce jour-là, donc, je ne sais plus quel était le programme ou ce que je devais faire. On a fait un saut extraordinaire. Et il dégage quelque chose d'incroyable, cet homme. Donc, au moment où on a ouvert le parachute, j'avais l'impression d'avoir sauté, évidemment, avec un dieu. Hein. Et après, il a marché sur ma voile de parachute. Donc, j'avais mon parachute ouvert. Et après, il est arrivé, lui, avec son parachute. Et il a marché sur mon parachute. Et voilà. Et je me suis dit, waouh. Ouais, c'était incroyable. Et ça, c'est... En fait, par rapport à ce qu'on disait, ça se passe très, très vite. Ah oui, c'est court. Il a marché sur votre parachute pendant quoi, 5-10 secondes? Je ne sais même pas combien de temps ça a duré, mais c'était... Ouais. Et alors, il y avait en fait, c'était tout. C'était le saut, d'avoir sauté avec ce grand monsieur, d'avoir eu l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire, d'avoir quelqu'un qui vous rend, en fait, qui vous donne du bonheur. Et après, la fin du saut comme ça, c'était... incroyable. Et j'allais dire, le homard volant, il vous apprend quoi exactement? Enfin, il nous apprend parce qu'après, quand on saute d'un avion, quand on a envie d'évoluer ou... Quels sont les trucs qu'on vous apprend? C'est quoi le truc? On nous apprend par exemple, parce que quand vous voyez le parachute, vous voyez les gens, ils sont à plat par exemple. Ils volent face à face. Là, on apprend par exemple à voler assis, à voler debout, à voler. Donc après, il y a une autre, ça s'appelle de la traque. Donc en fait, c'est comme si on jouait au chat et à la souris dans le ciel. Vous avez quelqu'un qui est sur le dos et vous êtes au-dessus de lui ou d'elle, ou on est plusieurs, et on s'amuse comme si on se courait après. Hein. Est-ce qu'il existe des compétitions de parachute? Oui, il en existe. Et championnat de France, justement championnat du monde. Le positionnement, la qualité du saut. Exact, ça dépend en fait. Le free fly, les gens, on va regarder les figures qu'ils font. Donc, comme je vous disais, assis, debout. Il y a le freestyle où c'est de la danse dans le ciel. Ça, c'est quelque chose qui m'aurait plu de faire, mais c'est compliqué de trouver des coachs. Et après, vous avez le VR, donc vol relatif, où vous êtes à plat et les parachutistes doivent faire le plus de points possible en un temps. Et ça ne vous est jamais arrivé de penser, par exemple, à monter une structure en collaboration avec des gens de l'armée, des militaires, les régiments de parachutistes, par exemple, du côté de Pau, et leur proposer de faire une sorte de collaboration entre le régiment de parachutistes de Pau et l'aéroclub de Propriane. Alors, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Il y avait le régiment de parachutistes de Calvi, ouais. qui venait sauter à Propriane avec nous. Hein. Oui.
Cette année, ils sont venus. À un moment, je sais pas ce qui s'est passé, ils venaient plus. Mais on avait Calvi qui venait. Oui. Beaucoup. Et là, vous ne pouvez pas monter une structure beaucoup plus vivable. C'est en projet. Ah. Voilà, c'est en projet. On espère, on va voir. Il va falloir avoir des appuis, il va falloir du temps, il va falloir qu'on trouve des gens qui nous suivent. Mais c'est un projet. Mais les militaires, ils peuvent faire ça. Bon, les militaires, non. Les militaires, non, mais en dehors de... Oui, il y a des militaires. Bon, souvent, d'ailleurs, la plupart des personnes qui gèrent les clubs, dont les personnes qui s'occupent du club l'été, le PV, ce sont des anciens militaires. Bon, la plupart du temps, c'est ça, ce sont des anciens militaires. Ouais, c'est intéressant, ça. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie, puis vous nous tiendrez bien évidemment au courant si ce projet se avec grand plaisir ou pas. Je vous remercie. On pourrait faire un saut Alta Frequenza. Voilà, mais moi je suis plus... On vous fait la pub Alta Frequenza, il n'y a pas de souci, hein. On vous fait un saut avec un beau drapeau. Ouais. Avec un beau drapeau. On va demander à Anto qui est en régie, peut-être que ça lui dit de moi, sauter. Laissez-moi sur la terre ferme, sur un karting, ça ira très bien. Avec la photo de Grincheux. Merci beaucoup, merci, à Je vous remercie, au revoir.